webinaire d'aujourd'hui sera sur la fiscalité des proches aidants. Donc, on va voir un peu avec notre conférencière du jour les avantages fiscaux qui sont offerts aux personnes proches aidantes, ainsi que les critères d'admissibilité. Notre conférencière nous a préparé un bel arbre décisionnel pour vous aider, intervenants et intervenantes, à orienter les bénéficiaires de vos organismes. Donc, aujourd'hui, on a avec nous Madame Caroline Lavoie, qui est fiscaliste depuis 2013 et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Madame Lavoie travaille également, elle est à l'Ordre des CPA du Québec en tant que co-rédactrice en fiscalité depuis 2013. Elle est chargée de cours et professionnelle de recherche depuis 2017 à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Donc aujourd'hui, avec nous, nous avons une experte dans son domaine. Donc, Madame Lavoie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des avantages fiscaux qui sont offerts aux aidants naturels, plus précisément des crédits d'impôt pour aidants naturels. C'est les mesures principales qui existent là, tant au fédéral qu'au Québec là, pour les aidants naturels. Donc, du côté fédéral, il existe une principale mesure qui est le crédit canadien pour aidants naturels. Le crédit pour aidants naturels au fédéral a été, comment je pourrais dire, reformulé en 2017. Donc, il a changé. C'est plus les mêmes règles là, qui s'appliquent maintenant qui s'appliquaient avant. Donc, le crédit maintenant remplace 3 anciens crédits. Le crédit pour aidants naturels qui existait à ce moment-là, le crédit pour personnes à charge ayant une déficience physique ou mentale, et le crédit d'impôt pour aidants familiaux. Donc, c'est sûr que c'est plus ou moins important de rentrer dans les détails de ça, vu que présentement, ça s'applique plus. Mais juste un peu pour faire un petit historique de l'origine. Le but de la mesure, pourquoi on a mis en place ce crédit-là, dans le fond, c'est pour tenir compte du fait que les personnes qui prennent soin d'un proche handicapé n'ont pas la même capacité de payer l'impôt que les autres contribuables là, qui touchent un même revenu. Donc, vous aurez compris que le crédit canadien pour aidants naturels est possible d'aller chercher ce crédit-là uniquement si le proche aidé, si la personne que j'aide est une personne handicapée. Pas nécessairement être admissible au crédit pour personnes handicapées, mais il faut qu'il y ait un handicap. Okay? Si je ne suis pas admissible au crédit de personnes handicapées, ça me prend une attestation là, d'un médecin traitant. Donc, on va voir ça dans les prochaines diapositives. Donc, le crédit pour aidants naturels du Canada. Donc, la personne à charge, ça peut être à peu près n'importe qui a un lien familial avec moi. Donc, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes enfants mineurs, ça peut être mes enfants majeurs, mon père, mon frère, ma sœur. Donc, c'est à peu près n'importe qui a un lien familial avec moi. La personne à charge doit être à ma charge en raison d'un handicap physique ou mental. Doit avoir résidé au Canada à un moment de l'année. Donc, quand on parle à un moment de l'année, c'est pas nécessaire que ce soit toute l'année. Donc, c'est pas obligatoire que la personne ait résidé au Canada pendant 365 jours. Si elle a été résidente au Canada pendant 2 mois, puis ces 2 mois-là, moi, j'ai eu à être son aidant naturel, ben, je peux demander le crédit. La personne à charge doit avoir un revenu inférieur à 24 361 en 2020. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que ce crédit-là, c'est un crédit qu'on appelle non remboursable. Donc, c'est un crédit pour lequel je dois avoir de l'impôt à payer pour le récupérer et il est réductible en fonction de du revenu de la personne à charge. Donc, à partir de 17 000, on va voir tout à l'heure, je commence à avoir une réduction du montant que je peux aller chercher et rendu à 24 361 $ de revenus de personnes à charge, ben mon crédit est rendu à 0. Donc, j'y aurais le droit, possiblement que je rencontre toujours les conditions
pour l'avoir, mais étant donné que le revenu est trop haut, ben ce n'est pas possible à ce moment-là d'y avoir droit. Là. Mon crédit est rendu à 0, tout simplement. La personne à charge n'a pas à résider avec l'aidant naturel. Donc, ça, c'est une des nouveautés qui a été mise en place là, lorsqu'il y a eu le changement. C'est qu'on n'a plus l'obligation que la personne à charge réside avec l'aidant naturel. Si c'est le cas, par contre, hein, si par exemple, je sais pas, moi, j'ai mon père qui demeure à 2 coins de rue de chez moi, puis je vais lui offrir une certaine aide, bien, s'il ne reste pas ici, ne demeure pas avec moi, je dois par contre subvenir à ses besoins de première nécessité. Donc, il ne faut pas juste lui rendre visite pour aller le divertir, il faut que j'y apporte un certain soutien financier. Donc, je paye pour le logement, pour les vêtements, la nourriture, pour ses soins de base. OK? Ce n'est pas obligé d'être tout ça. Je n'ai pas l'obligation de payer pour tous les soins les besoins de première nécessité, mais il faut que j'assume certains frais. Si je vais voir mon père 2 fois par semaine, juste pour le visiter ou jouer aux cartes avec lui, ben je ne peux pas demander le crédit pour aidant naturel. On s'entend là-dessus. Il faut que j'apporte un certain soutien. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, la personne à charge n'a pas à être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, si elle l'est, ben c'est automatique, mais si elle ne l'est pas, admissible au crédit pour personnes handicapées, ben je peux faire parvenir à l'Agence du revenu du Canada une note signée par le médecin qui atteste la nature de la déficience. Dans ça, on va indiquer aussi la date où ça a commencé et aussi la durée. Okay? Souvent, ça peut être pour une courte période. Pour être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, il faut que l'handicap soit de nature, soit prolongé, il faut que ce soit au moins 12 mois. Tandis que pour aidant naturel, ben, ça peut être pour une plus courte période, pour dire, ben, pour 6 mois, j'ai une incapacité à pouvoir m'organiser tout seul. Ben, à ce moment-là, je pourrais quand même être admissible au Crédit canadien pour aidant naturel. Si j'ai une note, je ne serais pas la personne à charge ne serait pas admissible au crédit pour personnes handicapées parce que ça ne dépasse pas 12 mois, l'incapacité, mais je pourrais, là, avec une note, quand même aller chercher le crédit pour aidant naturel. Bon, c'est ça. Donc, la note doit aussi là, indiquer que la personne à charge dépend des autres personnes, des autres en raison d'un handicap physique ou mental, qu'il soit de courte durée ou de longue durée. Donc, 2 façons d'obtenir le crédit canadien pour aidant naturel. Dans le fond, j'ai 2 montants. Le montant supérieur, qu'on va appeler le montant supérieur maximal, qui est de 7 276, et le montant inférieur maximal, qui est de 2 273. Bon, juste pour faire une parenthèse, le montant supérieur, souvent, on va pouvoir aller le chercher pour une personne à charge autre que le conjoint ou une personne qu'on appelle une personne à charge admissible, pour laquelle on peut demander le crédit pour personne à charge admissible. Je vous expliquerai tantôt ce que c'est. Ou c'est ça. Puis je peux pas c'est pour les autres personnes, dans le fond. C'est pas mon conjoint, c'est pas une personne à charge admissible, c'est pas mon enfant mineur. Ça pourrait être mon père, ma soeur, mon frère qui vit avec moi ou qui vit pas avec moi, là, mais que je m'occupe. Le montant inférieur maximal de 2 273, lui, c'est le montant qu'on va considérer en premier pour le conjoint et la personne pour qui on demande le crédit pour personne à charge admissible. Donc, j'ai le droit à un autre crédit qui est quand même intéressant, là, qui est de 13 229 en 2020. Donc, je ne peux pas aller chercher le montant maximum pour aidant naturel, mais je peux rajouter aux 13 000, là, pour crédit pour conjoint ou personne à charge, je peux rajouter un montant supplémentaire de 2 273. Ce montant-là aussi, le montant inférieur maximal, va aussi être pour un enfant mineur à charge. Okay? Un enfant mineur à charge qui a un handicap, je peux aller chercher ce montant-là, là, je peux demander ce montant-là. Donc, si le crédit pour époux ou conjoint est fait ou le crédit pour personne à charge admissible est demandé, comme je vous disais tout à l'heure, on demande le montant inférieur. Si jamais j'arrive avec un allègement fiscal inférieur à ce que j'aurais obtenu
Si j'avais plutôt demandé le montant supérieur, là, je peux avoir un supplément. OK? J'ai fait un petit exemple tout à l'heure dans les prochaines diapos. J'ai fait un petit exemple de calcul là, que je vais vous expliquer c'est quoi exactement. Si le Crédit canadien est demandé à l'égard d'un enfant, ben, c'est seulement le montant inférieur qu'on peut demander. Autre particularité du Crédit canadien pour aidant naturel, je peux le partager. OK? Il est partageable entre plusieurs personnes. Le seul moment où je ne peux pas le partager, c'est si je demande l'autre crédit. Si je demande le crédit pour mon conjoint et que je demande aussi le Crédit canadien pour aidant naturel, je ne peux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Si j'ai une personne à charge admissible, c'est-à-dire que je suis célibataire, veuf ou je vis seul, je n'ai pas de conjoint, mais que j'ai aussi une personne qui est à ma charge, qui pourrait être ce qu'on appelle un équivalent de conjoint. Donc, je n'ai pas de conjoint, mais je vis avec mon père qui est handicapé. Bien, mon père handicapé peut être considéré comme une personne à charge admissible. Aux fins fiscales, on dit que c'est un conjoint, on le considère comme un conjoint. Mais si je peux demander pour cette personne-là le crédit pour personne à charge admissible, je ne peux pas partager le Crédit canadien pour aidant naturel. OK? Fait qu'à partir du moment où ce que je peux pas demander le crédit, c'est-à-dire souvent c'est que je j'habite pas ou encore j'ai un conjoint, mais j'ai aussi mon père qui vit avec nous. La majorité du temps, c'est moi qui s'en occupe, mais j'ai aussi une de mes sœurs qui vient s'en occuper ou qui apporte un certain soutien financier. Bien, on pourrait partager le crédit pour aidant naturel. Okay? On pourrait se le partager, c'est possible. Donc, le seul moment, comme je vous l'indique ici en bas, là, le dernier point, là, si on a demandé le crédit de personne à charge admissible, c'est seulement ce particulier-là qui peut demander le Crédit canadien aussi pour aidant naturel. Le montant supérieur est réductible en fonction du revenu de la personne à charge. Donc, dès que le revenu de la personne à charge excède 17 085, je vais commencer à avoir une réduction et rendu à 24 361, ben le crédit est rendu à 0. Le petit exemple que je vous parlais. Donc, c'est un particulier qui s'occupe de son conjoint ayant une déficience pour lequel il est admissible au Crédit canadien pour aidant naturel. Donc, je rencontre tous les critères pour y avoir droit. Ça pourrait aussi, cet exemple-là pourrait aussi s'appliquer pour, comme je disais tout à l'heure, la personne à charge admissible. Je n'ai pas de conjoint, mais je vis avec mon parent qui a une déficience, OK, mon père, ma mère, qui a une déficience, puis qui est aussi admissible au Crédit canadien pour aidant naturel. Donc, cet exemple-là s'applique autant à un qu'à l'autre. Quel serait le montant du crédit que je pourrais avoir si le revenu du conjoint ou de la personne à charge serait nul? Si le revenu du conjoint était plutôt de 20 000, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, la première étape, c'est vraiment d'aller valider mon admissibilité au crédit pour époux conjoint de fait ou au crédit pour personne à charge admissible. OK? Donc, le montant de base pour ce crédit-là, autant un que l'autre, autant que le crédit pour époux que le crédit pour personne à charge, c'est 13 229. Comme il y a un handicap, ben, je peux demander le montant inférieur du Crédit canadien pour aidant naturel. Donc, dès que je demande le crédit pour conjoint ou le crédit pour personne à charge admissible, j'ai le droit au montant inférieur du Crédit canadien pour aidant naturel. Et là, je viens réduire l'addition de ces deux montants-là du revenu de la personne à charge. Donc, ici, dans la première situation, je n'avais pas de revenu, donc j'ai le droit d'avoir 15 502 de crédit. Hein, je n'aurais pas un remboursement d'impôt de 15 502. OK? C'est un crédit, il faut que je multiplie ce montant-là par un taux de crédit qui est 15 au fédéral. Donc, ça va me donner aux alentours de peut-être 15 peut-être 2 000 là, 2 200 quelque chose du genre. Si le revenu du conjoint est plutôt 20 000, ben là, j'ai mon 13 000, mon montant de base, le montant inférieur du crédit pour aidant naturel, ce qui me donnait 15 502, ben ce montant-là est réduit du revenu du conjoint. Donc, mon crédit pour conjoint
mon crédit pour conjoint, je n'ai pas le droit à rien. Okay? Il est complètement ramené à zéro parce que le revenu de mon conjoint est trop élevé. Okay? C'est à 20 000 Un coup que j'ai déterminé ça, le montant auquel j'ai droit pour le crédit pour époux, là, je vais aller déterminer c'est quoi j'ai droit pour le crédit canadien. OK? Mon montant supérieur, je vais regarder si j'ai une perte dans le fond avec mon montant supérieur. Puis si j'ai une perte, bien, je vais pouvoir demander un montant. Sinon, je n'aurai pas le droit. Mon montant supérieur, 7 276. La réduction en fonction du revenu, hein, on se souvient tantôt, au-delà de 17 085 de revenus, il faut que je réduise mon crédit. Première situation, mon conjoint n'a pas de revenus, donc je n'ai pas de réduction. Deuxième situation, mon conjoint a 20 000 de revenus, donc 20 000 moins 17 085. Bien, mon montant maximum il est réduit de 2 915. Donc, ce qui me donne 4 361. Versus l'autre, il n'y a pas eu de réduction. Par contre, comme j'ai eu droit à un montant pour le crédit pour l'époux conjoint de fait, bien, il faut que je vienne réduire ce montant-là. Donc, dans le premier cas, quand mon revenu est nul, le revenu de mon conjoint est nul, je n'ai pas le droit au crédit pour aidant naturel. J'ai déjà considéré la partie inférieure dans le calcul du crédit pour conjoint. De l'autre côté, si le revenu de mon conjoint est 20 000, ben j'ai pas eu droit au crédit pour époux ou conjoint de fait. Ben là, je pourrais aller demander un montant là, de 4 361 pour l'aidant naturel, c'est-à-dire le montant maximum auquel on peut avoir droit, moins la réduction en fonction du revenu. Donc, c'est un peu peut-être mélangeant tout ça, là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, quand c'est mon époux, mon conjoint de fait, si je peux demander le crédit, un autre crédit pour lui, ça va venir avoir un impact sur le crédit canadien que pour aidant naturel, sur le crédit aidant naturel que je vais pouvoir demander. OK? Puis toujours garder en tête l'ampleur du revenu que le conjoint ou la personne à charge a aussi. Donc, petit arbre de décision qui vont vous aider à prendre des décisions par rapport au crédit pour aidant naturel du Canada. Donc, quand je fais la demande pour mon époux conjoint de fait ou encore pour une personne à charge admissible, bien, première question qu'il faut que je me pose, est-ce que la personne est à ma charge en raison d'un handicap physique ou mental? Bien, si la réponse est non, c'est automatiquement, j'ai pas le droit au crédit. Si la réponse est oui, bien là, je vais me regarder au niveau du revenu. Si mon crédit n'est pas revenu à zéro, hein, à cause que le revenu de mon conjoint ou de la personne à charge est trop élevé, bien, si c'est plus que 24 361, à ce moment-là, je n'ai pas le droit au crédit. Sinon, j'y ai droit, mais le montant sera réduit en fonction du revenu de mon conjoint ou de la personne à charge. Donc, ça peut aider. Canadien, le crédit pour Canadien, dès que je n'ai pas d'handicap, on oublie ça, j'y ai pas droit. Donc, même principe, si c'est pour un enfant mineur, si l'enfant mineur est à charge en raison d'un handicap, j'y ai pas droit. S'il est à ma charge en raison d'un handicap, bien oui, je suis admissible. Le montant maximum que je vais pouvoir avoir, c'est 2 273. Puis dans ce cas-ci, j'ai aucune réduction en fonction du revenu de l'enfant. OK? Contrairement au montant maximum supérieur, lui sera réduit en fonction du revenu, mais pas le montant inférieur. Quand je le demande pour enfant, là, il n'y a pas de réduction. Même si l'enfant a un revenu, là, l'enfant mineur a un revenu, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'arbre de décision, si c'est une autre personne à charge, autre que le conjoint et autre que la personne pour qui je demande le crédit pour personne à charge admissible, l'équivalent conjoint. Là. Donc, je n'ai pas de conjoint, mais j'ai quelqu'un d'autre de ma famille qui reste avec moi. Ma première question, toujours, je me pose, y a-t-il un handicap ou il n'y en a pas? Donc, s'il n'y en a pas, je ne suis pas admissible. S'il y en a un, OK, est-ce que son revenu excède 34 361? Oui. Si c'est la réponse à ça, c'est oui, ben j'ai pas le droit au crédit. Ben en fait, j'y ai droit, mais il est rendu à zéro parce que le revenu est trop élevé. Si le revenu est inférieur à 24 361, là, je suis admissible.
Le montant que je vais pouvoir demander sera le 7 000, 7 276. Il sera réduit en fonction du revenu de la personne à charge. Et si la personne à charge ne vit pas avec moi, je dois quand même demander le montant, le crédit, mais je dois avoir une note d'un médecin comme quoi je subviens aux besoins et que cette personne-là est incapable de vivre seule et a besoin là, des autres pour subvenir à ses besoins. Donc, ça fait pas mal le tour du crédit pour aidants naturels du Canada. À part ça, il n'y a pas vraiment autre chose de disponible pour les aidants naturels. C'est sûr qu'il y a toujours les crédits habituels, personnes handicapées, les frais médicaux que je peux demander, des choses comme ça, mais vraiment exclusivement pour les aidants naturels, c'est la seule mesure du fédéral qui existe. Donc, en résumé, c'est un crédit non remboursable. Donc, il faut que j'ai de l'impôt à payer pour pouvoir avoir une économie d'impôt. Si je n'ai pas d'impôt à payer, même si j'y ai droit, je n'aurai pas de remboursement supplémentaire parce que je m'occupe d'une personne à charge. Okay? Donc, la valeur maximale du crédit de l'économie d'impôt, donc le montant inférieur, 2 273, qui représente une économie d'impôt de 341 $. Mais comme nous, au Québec, on a l'abattement du Québec, donc c'est un petit peu moins, 285 $ pour un résident du Québec. Et pour le montant supérieur, là, ça représente une économie d'impôt de 911 $. Donc, c'est quand même intéressant, ces montants-là, mais bon, comme je vous dis, il faut avoir de l'impôt à payer pour pouvoir y avoir droit. Si je n'ai pas d'impôt à payer, malheureusement, je les perds. Au niveau du Québec, ce qui a retenu mon attention pour le petit webinaire d'aujourd'hui, c'est deux mesures. Premièrement, il y a le crédit pour les personnes aidantes, le crédit pour personnes aidantes, nouveau crédit là, qui a été mis en place à compter depuis le 1er janvier 2020. Et l'autre crédit, c'est le crédit pour répit à un aidant naturel. Donc, le crédit pour les personnes aidantes, l'objectif de la mesure, c'est de reconnaître l'important geste social posé par des milliers de personnes aidantes. Le changement est effectué, dans le fond, le crédit pour les personnes aidantes remplace l'ancien crédit pour une personne majeure, là, un crédit d'aidant naturel d'une personne majeure. Il y avait 4 volets là-dedans. Là, c'est un peu, il y en avait un pour le conjoint, il y en avait un pour si je cohabitais avec, l'autre si je cohabitais pas avec. Donc, tout ça, ça a été reformulé et ça a été, dans le fond, beaucoup plus simple aujourd'hui. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, plus généreux aussi. Je peux aller chercher un montant plus intéressant. Puis, ce qui est intéressant, ce crédit-là, c'est un crédit remboursable. Donc, tantôt, le Canadien, c'est non remboursable, donc il faut que j'ai de l'impôt à payer pour y avoir droit, pour avoir le droit au montant. Tandis que le crédit du Québec, c'est un crédit remboursable. Donc, même si je n'ai pas d'impôt à payer à la fin de l'année, ben j'y ai droit. À partir du moment où je rencontre les conditions d'admissibilité pour y avoir droit, ben peu importe si j'ai de l'impôt à payer en fin d'année, j'ai droit au montant. On considère les crédits remboursables comme de l'impôt déjà payé au gouvernement. Donc, si je remplis les conditions, ben, le gouvernement me rembourse ce montant-là comme si je lui avais déjà payé. OK? Donc, l'objectif du changement, c'était vraiment d'offrir une aide plus importante, plus simple, plus accessible et plus généreuse, comme vous allez voir tout à l'heure. Le crédit pour répit à un aidant naturel, bon, ben, c'est pour reconnaître le besoin des aidants naturels à se ressourcer, à prendre un répit. Donc, on le sait, c'est une tâche qui est parfois difficile. Donc, si on engage des frais pour dire qu'on prend un congé pour aller se ressourcer, on paie des services admissibles, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est, ben, j'ai le droit à un crédit d'impôt dans le calcul de mon revenu. Donc, d'abord, le crédit pour personnes aidantes. Donc, c'est vraiment nouveau pour cette année. L'ancien n'existe plus, là, le crédit naturel pour une personne majeure. Maintenant, au lieu d'avoir 4 volets, on en a 2. Donc, le volet 1 de 18 ans et plus,
qui ont une déficience grave et prolongée. Deuxième volet, personnes aidées admissibles de 70 ans ou plus, pas nécessaire d'avoir une déficience. Donc, le crédit d'impôt aidant naturel, personne aidante du Québec, ne s'applique pas à un enfant mineur. Il faut absolument que ce soit une personne majeure. Elle a un handicap, entre 18 et 70 ans, 69 ans. Si elle a 70 ans, je ne suis pas obligée d'avoir un handicap. Les montants que je peux aller chercher, montant de base pour les deux volets, 1 250 $. Je pense qu'auparavant, le plus élevé, c'était 1 205 ou en tout cas, quelque chose d'un petit peu, c'est plus que ce que c'était avant. Au niveau du volet 1, donc c'est-à-dire si la personne est handicapée, elle a une déficience, je peux aller chercher un 1 200 supplémentaire si la personne cohabite avec moi. Donc, si la personne cohabite avec moi, j'ai un montant de base de 1 250, puis je peux avoir un montant supplémentaire de 1 250 qui, lui, va être réduit en fonction du revenu de la personne à charge, okay? de la personne aidée, comme on dit plus tôt. Mais le premier, le montant de base, lui, il n'est pas réductible. Okay? Dès que je remplis les conditions, c'est 1 250 que j'ai droit. L'autre portion, si je cohabite avec la personne de 18 ans et plus avec une déficience, j'ai le droit à un montant supplémentaire. Puis si je n'habite pas avec la personne aidée, j'ai pas le droit au montant de base de 1 250, mais j'ai le droit au 1 250 qui, lui, est réductible en fonction du revenu. J'espère que je suis claire. En tout cas, on verra tout à l'heure avec les questions, là. Donc, pour le seuil de réduction, la portion réductible ici de 1 250, à partir de 22 180 $ de revenus pour la personne aidée, j'ai une réduction de 16 % qui va s'appliquer. Rendu à 29 000, vous relevez un peu plus loin, là, je l'ai indiqué un peu plus loin, 29 900, là, le crédit, la portion réductible là, est rendue à 0. Donc, si on regarde les caractéristiques de personnes aidées admissibles, pour le volet 1, donc c'est toute personne de 18 ans ou plus qui a une déficience grave et prolongée, des fonctions mentales ou physiques, ayant besoin d'assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Pour avoir le droit à ce crédit-là, j'ai besoin d'une attestation signée par un médecin praticien, un médecin praticien, soit un médecin, soit, je ne sais pas moi, un autre médecin, un autre professionnel de la santé qui vient attester la déficience grave. Donc, déficience grave et prolongée, minimum 12 mois. Okay? Ça prend au moins 12 mois consécutifs pour l'incapacité. Au niveau du volet 2, donc personnes âgées de 70 ans ou plus, pas besoin d'avoir une déficience. Qui se qualifie dans ça, hein, pour le volet 1 et le volet 2? Pour le volet 1, ça peut être le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, enfant, etc. Ça peut être beaucoup, beaucoup de monde, mais ça peut aussi être nouveauté par rapport à l'ancien crédit. Ça peut être aussi une personne sans lien familial. Par contre, je dois obtenir une attestation que je suis impliquée réellement auprès de la personne aidée. Donc, ça pourrait être un ami, c'est pas nécessairement quelqu'un de ma famille au niveau du volet 1. Ça pourrait être un bon ami à moi qui est handicapé, pour lequel j'apporte un soutien quand même important. Donc, formulaire d'attestation qui sera nécessaire. Donc, le formulaire TP 1029.an.a. Donc, ce formulaire-là, je vais devoir le présenter au gouvernement du Québec lorsque je vais faire la demande pour la première fois. Donc, c'est en 2020. Puis après ça, je dois refournir le formulaire d'attestation tous les 3 ans. Je n'ai pas l'obligation de le fournir à toutes les années, mais à chaque 3 ans, le gouvernement il va vouloir savoir si la situation elle a changé. Donc, volet 1, personne handicapée, peu importe qui qui a un lien familial avec moi, mais aussi une personne sans lien familial avec attestation. Volet 2,
ça peut être le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, grand-oncle, grand-tante, ou tout autre ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint. Donc, ici, on est un petit peu plus restreint. OK? Il y a moins de personnes. Je ne peux pas demander le volet 2 pour mon conjoint. OK? Si mon conjoint n'est pas handicapé, même s'il a 75 ans, je ne pourrais pas demander le volet 2 du crédit là, pour les personnes aidantes. Donc, la personne aidée dans le volet 2 ne comprend pas le conjoint, ni l'enfant, ni le petit-enfant, ni le neveu, la nièce, le frère, la sœur de l'aidant ou de son conjoint. Okay? C'est important de faire la distinction entre les deux. Volet 1, handicapé, ça peut être n'importe qui. Volet 2, pas besoin d'handicap, mais c'est plus restrictif au niveau des personnes. C'est seulement les ascendants là, en ligne directe. Autre condition pour demander crédit personne aidante, c'est un peu les mêmes critères que pour l'ancien crédit aidant naturel d'une personne majeure. Je dois avoir une période d'aide minimale. C'est-à-dire, il faut que j'aie été, comment je peux dire, j'apporte un support pendant au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours durant l'année. Okay? Fait que en 2020, il faut que j'aie un support d'au moins 183 jours, puis il faut que ça fasse 365 jours consécutifs que j'apporte un soutien. Je peux partager le crédit, OK? Si chacune des personnes aidantes a cohabité avec la personne aidée et l'a soutenue pendant au moins 90 jours, on peut partager le crédit partageable. Autre restriction, personne aidée ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés ni dans une installation du réseau public. Donc, si mon parent, peu importe, si mon frère, j'apporte un soutien constant, continu, important, il demeure dans un CHSLD, ben je peux pas demander le crédit pour aidant naturel. S'il restait dans sa maison, je pourrais, OK? Parce qu'il n'y a pas une obligation de cohabitation. Mais la personne ne doit pas rester dans une résidence pour aînés, ni dans une institution du réseau public, parce qu'on considère que dans ce type d'habitation-là, de résidence, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins. Donc, c'est impossible de demander le crédit pour aidant naturel, là, même si j'apporte un certain soutien là, à ces personnes-là. Donc, les arbres de décision, ici au Québec, on a un petit peu plus de choses à respecter. Donc, pour le volet 1, hein, on suit les numéros. Donc, personne aidée est âgée de 18 ans ou plus. Si la réponse est non, je n'ai pas le droit. Hein, je n'ai pas le droit au crédit, contrairement à la portion du fédéral où je peux si l'enfant est mineur. La personne est mineure. Si c'est oui, bien là, après ça, je me pose comme question, personne aidée est atteinte d'une déficience grave prolongée. Est-ce que je possède l'attestation qui le prouve? Parce que sinon, je ne peux pas l'avoir. Il faut que ça soit dans les dossiers au niveau du gouvernement du Québec. La réponse est non, je n'ai pas droit. La réponse est oui. Bien, après ça, il faut que je me pose la question, est-ce que la personne aidée cohabite avec l'aidant? Parce que là, j'ai deux possibilités. Si elle habite avec moi, je peux avoir jusqu'à 2 500 $. Si elle n'habite pas avec moi, bien, c'est 1 250 qui est réductible en fonction du revenu seulement. Donc, si c'est non, je vais ensuite me demander est-ce que la personne aidée habite dans une résidence pour aînés ou dans un CHSLD. Si la réponse est oui, je n'ai pas le droit. Si c'est non, bien là, je reviens à la même position que si c'était oui à la question 3. Est-ce que j'avais une période d'aide d'au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 dans l'année? Si c'est non, ben j'ai pas le droit au crédit. Si c'est oui, ben là, dépendamment, là, si la personne ne cohabite pas avec moi, ben c'est 1 250 que j'ai le droit en tant que montant, là, 1 250, réductible en fonction du revenu, égal à 0 si le revenu de la personne excède 29 993. Si la personne cohabite avec moi, ben j'ai les deux montants. Mon montant de base qui est non réductible de 1 250, le supplément qui est réductible de 1 250 de la même façon là,
que la première situation là, en fonction du revenu. Donc, ça peut donner une bonne idée là, à savoir si on a droit puis quel montant on a droit. Volet 2, un peu moins complexe. Donc, la personne aidée est-elle âgée de 70 ans et plus? Si c'est non, on n'a pas le droit. Si c'est oui, bien, il faut que je regarde c'est qui la personne, hein, parce que c'était plus restrictif. Ça s'applique seulement père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, grand-oncle, grand-tante. Ça ne s'applique pas au conjoint. Donc, si je suis dans ces personnes-là, si c'est une de ces personnes-là, il faut que je regarde est-ce qu'elle a cohabité avec l'aidant naturel. Hein? Et si on a une obligation pour le volet 2, il faut absolument que la personne cohabite avec l'aidant. Et on a naturellement notre période de 365 jours, dont au moins 183 et plus dans l'année. Et là, le seul montant que je peux avoir droit, c'est le montant de base de 1 250. Donc, volet 2, si on ne cohabite pas, on n'a pas le droit. Volet 1, si on cohabite, on peut avoir jusqu'à 2 500 $. Si on ne cohabite pas, maximum 1 250. Donc, en résumé, volet 1 avec cohabitation, c'est un peu ce que je viens de dire. Les deux montants, sans cohabitation, le volet 2, 1 250 de base. Donc, je ne me répéterai pas, là. J'ai un peu dit ce qu'il y avait là avant d'arriver à la diapo. Deuxième crédit du Québec, c'est le crédit pour répit à un aidant naturel. Donc, ce crédit-là, c'est la dernière année qu'on peut le demander. Il sera aboli à partir de l'an prochain. Donc, si une personne aidante a payé des frais de répit qui se qualifient à titre de service spécialisé de relève pour une personne aidée ayant une déficience grave, ben, on peut, à l'intérieur du volet 1 du crédit pour personnes aidantes, demander un montant supplémentaire. OK? Dans le fond, on peut aller chercher là, 30 de 5 200 $. Donc, c'est un maximum de 5 200 $ de frais que je peux considérer au niveau de ce crédit-là, qui est pour cette année inclus dans le crédit pour aidant naturel ou pas. OK? Je pourrais pourrais ne pas demander le crédit pour les personnes aidantes et demander seulement ce crédit-là. C'est possible, mais c'est la dernière année, cette année. Donc, le montant n'est pas réduit en fonction du revenu de la personne aidante si je le demande à l'intérieur là, du crédit pour les personnes aidantes. Si je le demande en dehors de ça, ben là, il est réductible en fonction là, du revenu de l'aidant naturel et non pas de l'aidé, non pas de la personne aidée comme pour le crédit pour personne aidante. Donc, ce qui se qualifie, donc service de soins à domicile, ça peut être pour la garde ou la surveillance. La personne qui fournit les services, il faut que ce soit un employé de l'aidant naturel, un travailleur autonome ou encore une personne qui travaille pour une entreprise quelconque là, qui vient rendre des services. La personne doit détenir un diplôme reconnu. Donc, ça peut pas être le conjoint, ça pourrait pas être mon conjoint, ça pourrait pas être quelqu'un qui est je sais pas, moi, mon frère, ma soeur. Il faut absolument qu'on ait un diplôme, OK, reconnu, soit d'assistante sociale, d'infirmière, infirmier, des choses comme ça. Là, je n'ai pas fait la liste parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je vous ai mis plutôt le lien là, pour vous référer sur le site de Revenu Québec là, qui donne au complet là, la liste des personnes qui sont autorisées pour les services. Je vous ai mis aussi, je pensais que j'avais autre chose, non? Je vous ai mis aussi les liens sur la chaire de recherche. Sur le site de la chaire de recherche, vous pouvez trouver des outils fort intéressants. Donc, 3 liens Internet. Un qui est vraiment global pour tous les outils de la chaire, outils et ressources. L'autre qui est pour le guide des mesures fiscales. Le guide des mesures fiscales, c'est un guide qui reprend chacun des crédits d'impôt fédéral Québec et qui donne une description là, de chacun, qui donne une explication, des exemples d'application, des choses comme ça. Puis l'autre, le dernier, ben c'est au niveau du calculateur. On a un calculateur en ligne sur le site de la chaire qui permet de répondre. Vous répondez à des petites questions, vous permet de voir est-ce que vous êtes admissible ou pas admissible, un peu comme mes arbres de décision, dans le fond.
Donc, ça peut être pratique. Voilà. J'ai l'impression d'avoir parlé vite et je voulais garder du temps pour les questions. Ben, ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de questions quand même. Oui, hein? Donc, on va tout de suite commencer par les questions. On a une question qui dit, est-ce qu'il y a une définition pour le handicap au niveau du crédit d'impôt canadien? Donc, est-ce qu'au niveau du crédit d'impôt canadien, ils définissent le handicap pour savoir si oui ou non on peut Avoir le y crédit. avoir droit? En fait, ben, c'est soit qu'on est admissible au crédit personne handicapée. Dans ce cas-là, le crédit personne handicapée, c'est d'avoir une incapacité de longue durée, minimum de 12 mois, avoir une incapacité à accomplir une activité de la vie quotidienne, soit marcher, se vêtir, évacuer, parler, écouter, des choses comme ça. Si on est admissible au crédit, si la personne est admissible au crédit pour personnes handicapées, on se qualifie automatiquement là, pour le crédit canadien pour aide naturelle. Sinon, si la personne n'est pas admissible au crédit pour personnes handicapées, bien là, il faut qu'il y ait une incapacité qui est reconnue par un médecin traitant, par un spécialiste de la santé, qui vient dire que pour une période, ça peut être suite à une opération, à une maladie, pour un certain temps, 6 mois, 8 mois, ce qui est moins que 12 mois parce que je ne suis pas admissible au crédit de personnes handicapées. Bien, pendant cette période-là de 6 mois, j'ai besoin de soins, j'ai besoin de quelqu'un, je suis incapable de vivre seul, j'ai une incapacité à vivre seul. Donc, ça pourrait être ça. Je ne suis pas capable de marcher, je ne suis pas capable de me déplacer. Donc, j'ai quelqu'un qui doit me supporter là, à ce niveau-là. D'accord. Donc, Je ne je sais pas pense si que ça ça répond à la répond, question. je pense que ça répond à une autre question également euh, sur la définition de la déficience grave et prolongée. Puis un des exemples qui était donné, c'est une personne qui, mettons, ayant un cancer puis qui est sous traitement pendant 7 mois, ben, qui n'est pas capable de rester seul. Donc, du coup, dans la définition, ça peut rentrer en compte. Faudrait une attestation de médecin qui reconnaît. C'est ça, exactement. Parce qu'on D'accord. on a un cancer, on a une incapacité temporaire, hein, que c'est pas une incapacité de longue durée, comme le fait de dire je perds une jambe, je dois me déplacer en fauteuil roulant. Là, j'ai un handicap qui est majeur et qui est prolongé. Je serai admissible au crédit pour personnes handicapées dans ce cas-là. Mais sinon, quand on a une maladie, un cancer, une autre maladie quelconque, que j'ai besoin d'un support sur une période plus courte, ben là, ça prend l'attestation signée du médecin, là, de la date à laquelle ça commence, en quoi ça consiste l'incapacité comme telle. Parfait. On a une question, je vais donner la parole à Mélanie qui a levé la main. Donc, oui, Mélanie, tu peux parler. En fait, la question de la déficience grave et prolongée, je la demandais au niveau du Crédit québécois. Qu'est-ce qu'eux, ils entendaient par là? Et est-ce qu'une personne, par exemple, qui aurait le cancer pendant 7 mois, aurait des traitements et donc besoin d'un proche aidant? Est-ce qu'elle était, si elle avait moins de 70 ans, est-ce qu'elle est considérée comme ayant une déficience grave ou prolongée ou... Non, malheureusement. Malheureusement, c'est pas considéré comme une incapacité grave et prolongée. C'est vraiment, là, dans la loi, on spécifie, c'est une incapacité qui dure au moins 12 mois et plus. Et c'est une incapacité d'accomplir une activité de la vie quotidienne comme marcher, s'habiller, se laver, entendre, parler, évacuer. Il y a vraiment je pense que c'est 6 ou 7 là, comment je pourrais dire, secteurs bien définis là. Et puis, comme je vous dis, il faut que ça dure au moins 12 mois là. Fait que si c'est un cancer, j'ai une maladie qui fait en sorte que pour un certain nombre de mois, ça se qualifie pas là, pour la définition là, du côté du Québec. Au niveau du Québec. OK. Ni du côté du fédéral non plus, là, d'ailleurs. Mais côté fédéral, les autres, ils permettent d'avoir. T'es pas obligé d'être admissible au crédit pour personnes handicapées, tandis qu'au Québec, oui, pour le crédit pour les personnes aidantes. D'accord. Parfait. Je ne sais pas si Mélanie, ça répond à ta question. Oui, est-ce que ça répond à votre question? Oui, malheureusement, dans le mauvais sens. On a une autre question, une personne qui demande que se passe-t-il s'il y a des investissements en plus?
Donc, je sais pas Les si investissements. la question est un petit peu vaste, j'imagine. Ouais. Donc, peut-être que si la personne veut préciser sa question, on Ouais, qu'est-ce que pourra c'est? essayer d'y Investissement de répondre. temps monétaire? J'imagine que ce sont des investissements financiers. En tout cas, c'est un peu Mhm. comme ça que je l'ai compris. Mais bon, on va passer à une autre question parce qu'il y en a plusieurs autres. Euh, qu'est-ce- une autre question, c'est quelle est la logique derrière la réduction en fonction du revenu de la personne aidée? Pourquoi pas Mhm. prendre en compte le revenu de la personne qui est proche aidante? Parce que dans le fond, bon, je suis sûre que je ne suis pas le législateur, là, c'est pas moi qui ai mis la loi en place, mais ce que je présume, c'est de dire que si la personne aidée a des revenus faibles, ben, elle ne peut pas subvenir à tous ses besoins, ses propres besoins. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à payer peut-être son logement, tous ses besoins de première nécessité. Si la personne aidée a un revenu qui est quand même disons, normal ou en tout cas qui dépasse un certain seuil, ben là, la loi présume que cette personne-là est en mesure de payer pour ses soins de première nécessité. Donc, pourrait, à ce moment-là, il y aurait une réduction en fonction du revenu au niveau du crédit d'impôt. Tu sais, dans le fond, le crédit est là pour supporter la personne aidante, OK? Qui a besoin de subvenir, de payer pour les besoins de la personne aidée parce qu'elle n'a pas les moyens suffisants. C'est ce que je vois, moi, comme explication. D'accord. Bon. La logique C'est que je derrière pense ça. que Là. ça répond à la question. Autrement, on devra amener un législateur pour Oui, aborder c'est cette ça. question. Exactement. Ministre des Finances, hein, pour voir c'est quoi son idée derrière ça. Là. Bon, je suis pas sûr qu'on aura l'opportunité de Non. l'avoir. Donc, ensuite, une autre question, puis là, concerne le volet 2, je pense, pour, au niveau du crédit d'impôt québécois. C'est qui, Oui. en gros, la question va comme suit. Est-ce que ça veut dire que si un frère de 74 ans prend soin de son frère de 86 ans, mais que le dernier n'a pas de handicap, il n'est pas admissible? Bon, là, on a donné Ben, oui, c'est ça. Effectivement, dans le fond, à partir du moment où la personne a 70 ans, j'ai pas besoin d'avoir un handicap. Fait que là, elle me dit, ben OK, si mettons j'ai une personne de 70 ans, de 72 ans, comme dit, 74 ans, qui s'occupe de son frère de 85 ans, est-ce que chacun aurait le droit au crédit d'impôt? Hein? Parce que, tu sais, peut-être qu'ils prennent soin l'un de l'autre, mais malheureusement, non, c'est seulement un qui peut demander là, le crédit, en fait, ce serait celui qui s'occupe de l'autre, qui apporte une aide à l'autre. Mais oui, si puis j'ai même pas besoin, si moi, mon parent, mon père de 75 ans habite avec moi, ben, je peux demander le crédit pour personnes aidantes. Il n'y a pas besoin d'avoir d'handicap parce que le volet 2, c'est 70 ans et plus pour le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère. Donc, je pourrais demander, là, moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de critère d'âge là, pour la personne, pour l'aidant naturel, il n'y a pas de critère d'âge. C'est pour la personne aidée, le volet 2, 70 ans et plus. Je peux demander, là, pas besoin d'handicap, je peux demander la portion là, de 1250 qui est réduite en fonction du revenu de la personne aidée. D'accord, parfait. Ça Merci. marche? Ensuite, on va prendre une question au niveau d'équipement d'assistance. Il dit, est-ce que si la personne aidée a besoin d'équipement d'assistance, est-ce que c'est plus avantageux en faveur, bon, j'ai un peu du mal à comprendre la question. Si la personne aidée a besoin d'équipement d'assistance, est-ce plus avantageux pour l'aider ou pour l'aidant d'assumer la dépense ou de la réclamer? Je vous dirais, ça dépend. Souvent, c'est difficile de dire. Ça dépend de toute la situation. Tu sais, ça dépend des revenus de chacun. Bon, on pourrait peut-être. Il y a deux façons pour les appareils d'assistance. Mettons, je sais pas moi, une chaise à ascenseur là, qui monte dans un escalier là, parce qu'on n'est pas capable de se déplacer d'un étage à l'autre.
des articles pour le sport dans la douche ou dans le bain, des choses comme ça, ben, il y a 2 crédits qui sont disponibles, le crédit pour frais médicaux ou il y a le crédit pour maintenir pour une personne pour maintenir son autonomie, là, 70 ans et plus. Donc, tu sais, ça dépend qui le demande. Est-ce que c'est la personne aidante? Est-ce que c'est la personne aidée? Les deux peuvent le demander. Moi, je dirais, c'est vraiment le spécialiste de déclaration d'impôt qui va faire le travail, qui va aller regarder qu'est-ce qui est le plus avantageux, puis il se doit là, de faire ça, à mon sens, c'est de regarder qui devrait le demander. Les deux peuvent le demander, ça c'est certain, puis il y a deux crédits d'impôt qui pourraient être applicables. D'accord. Donc là, c'est vraiment, ne peut pas apporter une réponse générale. Faut Non, je ne vraiment peux que pas la apporter une personne qui, réponse générale. C'est vraiment une question de fait. Puis tous les autres faits qui entourent, peut-être que, bon, au niveau du crédit pour frais médicaux, ben on sait que le premier 3 n'est pas admissible au crédit par rapport aux revenus. Fait que si la personne aidante elle a un revenu plus élevé que la personne aidée, ben c'est peut-être l'aidé qui est mieux de le demander parce que le premier 3 du revenu de la personne n'est pas admissible au crédit. Donc, c'est vraiment une question de fait. Il faut voir là, toute la situation là, pour pouvoir donner une réponse. D'accord. D'accord. On va prendre 2 dernières questions. La première, l'avant-dernière question, c'est si la personne aidée ne décède pas dans l'année, mais est placée en CHSLD le jour 190, donc c'est une question très précise, alors a-t-elle droit au crédit d'impôt? Ben non, c'est ça. Effectivement, là, du côté du Québec, il y a cette période d'aide là, 365 jours consécutifs ou 104, avec au moins 183 dans l'année d'imposition. Donc, l'aide, par exemple, si je demande mon crédit en 2020, ben, il faut que j'ai 365 jours consécutifs qui ont peut-être commencé en 2019, mais il faut que j'ai au moins 183 jours en 2020. Si j'ai 180 jours, malheureusement, j'ai pas le droit au crédit. Si la personne n'est pas décédée, là. Si la personne est décédée, là, c'est correct. Ils ont rétabli ça. Avant ça, je n'avais pas le droit. Mais maintenant, avec la nouvelle version du crédit, je vais avoir le droit. Mais si au jour 180, la personne déménage dans une résidence pour personnes âgées ou aînées ou dans un CHSLD, malheureusement, je vais perdre mon crédit. Moi, comme aidant naturel, je vais perdre mon crédit. Je suis mieux d'attendre au jour 185 avant de faire le déménagement. Parfait. Moi, je vais donner la parole à Mélanie qui avait posé la question. Ouais, ma question est mal posée. En fait, ça fait des années qu'elle s'en occupe, mais dans l'année 2020, la personne, c'est pas qu'elle décède, mais c'est qu'il l'a confiée en hébergement. Okay. Ils ont dépassé la période de 183 jours, mais dans le fond, elle ne décède pas, c'est qu'elle va en hébergement. Fait que là, est-ce que ça compte quand même? OK. Puis elle a eu 183 jours. Oui, c'est ça. Ah ben oui, là, à ce moment-là, oui. Si par exemple, elle a déménagé, je ne sais pas, au mois de septembre de 2020, ben là, j'ai 365 jours consécutifs, puis j'ai au moins 183 jours dans l'année. Donc, okay, 1er janvier jusqu'au mois de septembre, j'ai au moins 183 jours. C'est plus que la moitié de l'année. Oui, j'aurais droit. Donc, ce n'est pas forcément le décès, mais c'est le fait qu'elle n'habite plus avec. C'est ça. Dans le fond, là, la règle dans la diapositive, c'est de dire, si je n'ai pas 183 jours dans l'année, par exemple, si la personne est décédée au mois de février, ben, je n'aurai pas mon 183 jours dans l'année, mais si elle est décédée, je vais pouvoir quand même demander le crédit parce que dans les 2 premiers mois de l'année, je me suis occupée d'elle. Elle est décédée. Si elle n'est pas décédée, mais elle a déménagé dans un CHSLD, dans une autre résidence, au mois de février, bien là, je n'ai pas mon 183 jours dans l'année, je n'aurai pas le droit au crédit. C'est-tu clair? Oui. Ouais. Malheureusement, encore une fois. Oh non! Désolée! Donc, on poursuit parce qu'on a des questions qui rentrent. Une question, c'est, premièrement, est-ce que l'attestation de déficience de la personne aidée doit être remplie pour l'année d'imposition ou avant? C'est possible de l'avoir remplie avant si c'est une déficience permanente et dégénérative.
Si c'était pour le oui, si c'était pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, si on a déjà fait remplir les formulaires, là, c'est T2201 au fédéral, puis au Québec, j'oublie le numéro, là. Si on a déjà fait remplir les formulaires pour l'admissibilité au crédit personnes handicapées, eux, ils sont toujours en vigueur et ça ne change pas. Je n'ai pas besoin d'en remplir de nouveaux, OK? Ça, il reste en vigueur. Mais si c'est un nouveau cas, OK, nouvelle personne, je veux demander le crédit pour une nouvelle personne, là, ça me prend une nouvelle attestation là, pour l'année. D'accord. Et par rapport à cette question également, c'est est-ce que plus d'une personne peut avoir le crédit d'impôt pour la même personne aidée? Je pense que dans ta présentation, au niveau du Québec, tu as répondu Oui. Que c'était possible. Oui, c'est possible. C'est possible autant au Québec qu'au fédéral. Okay. Au Québec, il y a la règle de dire qu'il faut que chacune ait au moins 90 jours d'aide durant l'année. OK? Puis du côté fédéral, la restriction, c'est de dire qu'il ne faut pas que j'aie demandé le crédit pour personne à charge. OK? Si je demande le crédit pour personne à charge, à l'égard de la personne aidée, ben je ne peux pas partager le crédit pour aidant naturel avec une autre personne. Okay? Il y a seulement moi qui va pouvoir le demander. Mais si je ne demande pas le crédit pour conjoint ou pour personne à charge admissible, c'est possible de partager le crédit pour aidant naturel sans problème. D'accord, parfait. Encore une autre question. Bon, il nous reste 2 petites minutes. Il n'y a pas de problème. Qu'arrive-t-il si une personne s'occupe d'une personne de 75 ans n'ayant pas de déficience, mais qui vit dans une maison bigénérationnelle, donc avec des adresses distinctes? OK. Bon, ça, c'est un beau cas de situation particulière où je répondrai, bien, ça dépend. Si vraiment on est considéré comme ayant 2 établissements domestiques autonomes, donc ce que je présume parce qu'on a 2 adresses différentes, bien, à ce moment-là, je ne cohabite pas avec la personne aidée. OK? Même si on est tout près dans la même maison, bien, pour que ça fonctionne, il faut que j'ai un seul établissement domestique autonome. OK? C'est-à-dire que je ne dois pas avoir 2 entrées différentes. Je ne dois pas avoir 2 logements différents. C'est-à-dire que la personne aidée, le proche admissible, appelons-le comme peu importe comment on l'appelle, là, il faut que cette personne-là, là, elle puisse se promener n'importe où dans la maison. Elle mange à la même place que les personnes qui prennent soin d'elle, même salle de bain. Tu sais, il faut que ça fasse un seul environnement, là, une seule maisonnée. Si j'ai une maison bigénérationnelle, puis que vraiment c'est 2 appartements complets avec chambre à coucher, salle de bain, cuisine dans les 2 établissements, malheureusement, c'est pas considéré comme cohabiter ensemble et à ce moment-là, je pourrais pas demander le crédit. D'accord. Je pourrais demander, non, il faudrait que la personne ait un handicap. Là, je pourrais demander le volet 1, la portion où j'ai pas besoin de cohabiter avec la personne, donc le 1250 réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Ça, je pourrais demander ça, mais il faudrait qu'elle ait un handicap. Je pourrais pas demander côté volet 2, là, qu'il n'y a pas besoin d'handicap, mais qu'on a juste une personne de 70 ans et plus, là je pourrais pas. D'accord. Okay. J'espère que ça répond à la question. Ensuite, est-ce que les parents d'enfants en situation de handicap n'ont pas le droit à des crédits d'impôt de proches aidants? Pas du côté du Québec. Si j'ai des enfants mineurs, OK, du côté des crédits d'impôt, dans la déclaration d'impôt, il n'y a rien. Par contre, dans les allocations pour enfants, allocations famille, du côté du Québec, il y a des volets pour enfants handicapés et même il y a un volet pour les enfants nécessitant des soins exceptionnels, OK, qui ont un handicap vraiment là, plus grave. Je peux aller chercher des sous par les allocations pour enfants, mais pas dans la déclaration. Je ne pourrais pas demander un crédit pour les personnes aidantes. Okay? Ça, je ne pourrais pas. C'est vraiment pour les personnes de 18 ans et plus. Du côté du fédéral, je peux aussi, par les allocations pour enfants, l'allocation canadienne pour enfants, il y a un volet pour enfants handicapés. Et en plus, je peux demander la portion là, du crédit canadien pour aidant naturel.
le montant minimum, là, maximum minimum, là, qui est de 2273 en 2020. Ça, je pourrais demander ça. Pour les enfants mineurs, là, fédéral, 2273 pour le crédit aidant naturel, plus la portion allocation pour enfants. Du côté du Québec, c'est seulement pour les allocations pour enfants. Il n'y a rien d'autre dans la déclaration. D'accord. C'est à part pour les adultes, faut qu'ils aient plus de 18 ans. C'est ça. Aidant naturel, au Québec, il faut avoir plus de 18 ans. La personne aidée, il faut qu'elle ait plus de 18 ans. 18 ans et plus, plutôt. OK. D'accord. Ensuite, pour un conjoint de plus de 70 ans, le seul moment où l'aidant peut avoir un crédit, c'est si la personne présente une déficience, donc soit le volet 1. Oui, exact. D'accord, parfait. Et enfin, on va conclure avec cette dernière question. C'est que si une personne proche aidante assiste deux personnes aidées à deux adresses différentes, est-ce que c'est possible de demander le crédit pour être proche aidant deux fois? Oui. D'accord. Et si... Oui, c'est possible. C'est possible, dans le fond. C'est pas limité. On n'est pas limité à une seule personne. Si les critères sont tous rencontrés pour les deux personnes, c'est possible de demander pour les deux personnes. D'accord, parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Mm-hmm. À ce niveau-là, je te remercie pour ta patience et d'avoir répondu à toutes les questions. Ça me fait plaisir. C'est ma passion, la fiscalité, même si ça peut paraître un peu bizarre. C'est ma passion. Merci beaucoup à tous nos participants et à toutes nos participantes d'avoir été avec nous. Donc, on va faire un suivi avec vous par courriel en vous envoyant la présentation et également du contenu qui pourra vous aider à cheminer avec vos bénéficiaires à travers tous ces éléments fiscaux. Caroline, je veux également te remercier pour ta présentation, pour le temps et pour d'avoir accepté d'être disponible pour nos organismes membres aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. J'espère avoir apporté un peu d'aide. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne une bonne après-midi à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.